Il y avait quelque chose d'étrange dans l'air ce matin-là. Pas une odeur, pas vraiment. Plutôt une pression diffuse, presque physique, comme ce que l'on ressent juste avant que quelque chose se brise de façon irrémédiable. Je le savais. Je ne savais pas encore quoi, mais je le savais. La grande salle des annonces bourdonnait d'une agitation que je n'avais jamais vue. Des petits groupes serrés partout, des regards qui glissaient, des sourires crispés. Certains collègues semblaient presque excités, d'autres retenaient visiblement leur souffle. Tout le monde attendait l'homme qui allait prendre les rênes du Palais Royal, cette entreprise que son père avait construite brique après brique, année après année, avec ses propres mains. Il y avait dans l'atmosphère ce mélange bizarre d'espoir et d'appréhension qui flotte juste avant que quelque chose éclate. Et puis la porte s'est ouverte. Il est entré comme si le monde entier lui appartenait. Pas juste l'entreprise, le monde. Son costume coûtait probablement plus que mon loyer annuel. Ses cheveux lissés avec une précision presque militaire. Et ce sourire en coin que l'on n'oublie pas parce qu'il était beau, mais parce qu'il était arrogant d'une façon qui donnait envie de détourner les yeux. Il a balayé la salle du regard, les yeux brillants de cette certitude que seuls possèdent ceux qui n'ont jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Les applaudissements ont été hésitants, polis, le genre qu'on donne quand on ignore encore si on accueille un chef ou un tyran. Moi, j'étais là depuis des années. J'avais donné à cette entreprise bien plus que ce qu'une fiche de paye peut mesurer. J'avais traversé les crises, les restructurations, les nuits où tout semblait s'effondrer en même temps. J'avais gagné la confiance de mes collègues, le respect de ma hiérarchie, et quelque chose d'encore plus précieux que tout ça, la conscience d'avoir été vraiment utile. Pas décorative, utile. Rien de tout ça ne comptait pour lui. Son regard a atterri sur moi, et j'ai senti quelque chose changer dans la pièce, comme une variation de pression juste avant l'orage. Il a légèrement incliné la tête, son sourire s'est creusé, et j'ai eu l'impression étrange qu'il attendait ce moment depuis qu'il avait franchi la porte. Il a poussé un soupir théâtral, presque comique si ça n'avait pas été aussi humiliant. L'entreprise portait depuis trop longtemps un poids inutile, a-t-il dit d'une voix douce, presque amusée, avec cette condescendance qui ne se donne même pas la peine de se cacher. Quelques murmures dans la salle, des regards échangés, nerveux. Puis, d'un geste fluide et presque désinvolte, il a sorti un document. Mon nom s'est allé en gras sur la première page. Il a parlé de décisions rapides, de charges mortes, de sa première décision en tant que nouveau PDG. Et il m'a tendu la lettre de licenciement avec un sourire satisfait, comme si c'était un cadeau qu'il m'offrait. Le silence qui a suivi était pesant. Des souffles coupés, des mains devant des bouches. Personne ne savait où regarder. Et moi, je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas supplié. Je n'ai même pas argumenté. J'ai pris la lettre. Mon visage ne trahissait rien. Et puis j'ai souri. Pas un sourire de défaite, pas un sourire forcé. Un sourire qui savait quelque chose qu'il ne savait pas encore. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu l'hésitation traverser son regard. Il attendait des larmes, des protestations. Il n'a rien obtenu. Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie, laissant derrière moi une salle entière sous le choc. Mais en franchissant ces portes, une seule pensée occupait tout l'espace dans ma tête. Ce n'était pas la fin. Si vous voulez savoir comment tout ça s'est terminé, continuez à m'écouter. Dehors, le vent frais de la rue m'a frappé en plein visage. Mais ce n'était pas ça, le froid que je ressentais. C'était la réalisation brutale que des années de travail venaient d'être balayées en 30 secondes. Pas à cause d'une faute, pas à cause d'une incompétence, uniquement à cause de l'arrogance d'un homme qui n'avait rien construit de ses mains. Mes doigts se sont serrés autour de la lettre. Ma tête tournait. La colère, la trahison, l'humiliation, tout ça mélangé dans la gorge. Mais au fond, plus fort que tout, une résolution qui brûlait. Je n'étais pas sans ressources, loin de là. Et c'est là que ça m'a frappé, comme un éclair en plein ciel dégagé. Cette entreprise n'était pas la sienne. Oui, il l'avait héritée. Il était entré avec son costume parfait et son sourire d'enfant gâté. Mais les fondations du Palais Royal, ce n'était pas lui qui les avait posées. C'était son père, mon ancien patron. L'homme qui avait bâti tout ça à partir de rien, qui m'avait fait confiance, qui m'avait guidée et qui m'avait dit un jour, dans ce bureau d'angle qui sentait le café froid et les vieux dossiers,
que la loyauté et l'intelligence étaient les actifs les plus précieux d'une entreprise. Son fils n'avait ni l'une ni l'autre. Il était entré dans les chaussures de son père sans jamais comprendre le sol sur lequel il marchait. Il n'avait jamais connu les sacrifices, les doutes, les nuits sans sommeil que ça demande de faire tourner quelque chose de réel. Il surfait sur un succès qu'il n'avait pas créé, aveugle au fait que le pouvoir véritable ne s'hérite pas. Il se mérite. Et c'est alors que je me suis souvenu de la clause. Un sourire est apparu sur mes lèvres, presque sans que je le décide. Des années plus tôt, quand mon ancien patron m'avait proposé un poste de cadre supérieur, il avait ajouté quelque chose d'inhabituel à mon contrat. Sur le moment, j'avais à peine fait attention. Une ligne parmi des dizaines de pages de jargon juridique. Mais cette ligne, cette petite clause que personne d'autre n'avait pris la peine de lire, elle venait de devenir la chose la plus importante du monde. J'ai fouillé dans mon sac, sorti ma propre copie du contrat, feuilleté les pages jusqu'à la trouver. Et là, noir sur blanc, parfaitement clair, une clause qui me conférait un niveau de pouvoir dont le nouveau PDG n'avait aucune idée. Mon cœur s'est emballé. Il m'avait licencié en public, humilié devant tout le monde, sans même avoir lu le seul document capable de renverser son monde. Il pensait m'avoir exclu de son entreprise. Il ne savait pas qu'avec un seul mouvement, je pouvais l'exclure du palais royal qu'il croyait sien. Et quand il comprendrait, il serait déjà trop tard. Le lendemain matin, dans la grande salle de conférence, la tension était palpable. Les membres du conseil d'administration étaient installés, les regards incertains, pendant que lui, encore gonflé de sa victoire de la veille, trônait en bout de table. Il n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Puis les lourdes portes en bois se sont ouvertes avec un fracas qui a fait tourner toutes les têtes. Son père, l'homme qui avait tout construit. Et il était furieux comme je ne l'avais jamais vu. Son visage, habituellement composé, était rouge de colère, les poings serrés. Il a traversé la salle à grands pas et il a lancé, d'une voix qui a résonné contre les murs, « Tu as fait quoi ?» Le fils a tressailli. Il a essayé de parler. Son père l'a coupé d'un mot. Il a posé une épaisse pile de documents sur la table avec un claquement qui a fait sursauter tout le monde. Sa voix était tranchante. « Est-ce que tu as seulement lu le contrat avant de la licencier ?» Silence total. Le sourire arrogant de la veille avait disparu. Les mains du fils tremblaient légèrement en attrapant les documents. Il feuilletait les pages, les yeux qui allaient et venaient, et puis son visage a changé. La couleur a quitté ses joues, sa mâchoire s'est desserrée, sa respiration s'est bloquée. Il tournait les pages comme s'il espérait que ce qu'il lisait était une erreur. Ce n'en était pas une. Les membres du conseil d'administration échangeaient des regards perplexes. Le père s'est tourné vers eux, la voix froide et précise. Il leur a expliqué ce que son fils avait fait. Il venait de licencier la seule personne dont le contrat contenait une protection contractuelle, une protection qui lui donnait le droit de revendiquer une part significative des actions de l'entreprise en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une vague de murmures a traversé la salle. Pas quelques actions, a précisé le père en se frottant les tempes, une participation majoritaire. Si le licenciement est jugé abusif, la propriété même de cette entreprise est en jeu. Le fils semblait sur le point de s'évanouir. Ses mains agrippaient le bord de la table, les jointures blanchies. « Papa, je ne savais pas », a-t-il commencé d'une voix étranglée. « Bien sûr que tu ne savais pas », a répondu son père, et dans sa voix, il n'y avait plus de colère, seulement du mépris. « Parce que tu n'as pas lu, parce que tu es entré ici comme un enfant gâté en pensant que tu pouvais faire ce que tu voulais. J'avais tout observé depuis l'encadrement de la porte, en silence. Mais le moment était venu. J'ai avancé dans la pièce, le fils a eu un mouvement de recul, comme s'il voyait un fantôme. J'ai posé ma copie du contrat sur la table, ouverte directement à la clause, et j'ai posé le doigt sur le paragraphe décisif. « Bonjour messieurs », j'ai dit, la voix calme, parfaitement stable. Comme vous pouvez le constater, en me licenciant sans cause réelle et sérieuse, l'entreprise a activé cette clause, ce qui me confère le droit de revendiquer ses actions. Les membres du conseil se sont penchés en avant pour lire. L'un d'eux a soufflé à voix basse quelque chose d'incrédule. C'est bien vrai. Le fils a ouvert la bouche. Aucun mot n'en est sorti. Hier, il riait. Là, il ne riait plus.
Dès que j'ai déposé ma demande légale, la nouvelle s'est propagée à une vitesse folle. 30% des actions de l'entreprise étaient désormais entre mes mains. La même entreprise dont on m'avait jeté quelques jours plus tôt. La salle du conseil était en ébullition. Certains membres débattaient fiévreusement, d'autres étaient simplement pétrifiés. Mais celui qui semblait le plus anéanti, c'était le soi-disant nouveau PDG. Ses mains tremblaient. Son regard allait de moi à son père et revenait, ses yeux remplis d'une panique qu'il ne contrôlait plus. « Ce n'est pas possible », il a bredouillé. « Papa, fais quelque chose !» Son père l'a regardé avec une froideur qui valait 1000 mots. « Tu t'es mis dans cette situation tout seul. » Autour, les employés qui observaient depuis le couloir vitré commençaient à murmurer entre eux. J'entendais des bribes de phrases. « Elle méritait mieux. Il nous traitait comme des moins que rien. J'espère qu'elle prend tout. » La tension dans la salle était presque insupportable pour lui. Je voyais la sueur sur son front, la façon dont il avalait sa salive en cherchant une échappatoire qui n'existait pas. Et puis il s'est tourné vers moi. L'arrogance avait disparu. À la place, quelque chose de presque pathétique. Ses lèvres tremblaient, ses mains jointes dans un geste qui ressemblait à une supplication. Il avait fait une erreur. Il ne savait pas pour le contrat. Il essayait juste de faire ses preuves, a-t-il dit d'une voix à peine reconnaissable. J'ai levé un sourcil. Te faire tes preuves en licenciant la seule personne qui savait réellement faire tourner les choses ? Il n'avait pas de réponse. Son arrogance l'avait rendu aveugle et maintenant le poids de ses erreurs l'écrasait. Il a insisté d'une voix à peine audible, allant jusqu'à me proposer de me rendre mon poste. J'ai laissé échapper un petit rire. Maintenant, il me suppliait. Avant que je puisse répondre, un des membres du conseil d'administration, un homme plus âgé, a redressé ses lunettes et a pris la parole. Le conseil avait observé comment les choses s'étaient passées ces derniers jours, a-t-il dit posément. Et ce qu'ils avaient vu, c'était uniquement de la gestion de crise pour des erreurs auto-infligées. Un autre membre a acquiescé. L'entreprise se porterait mieux sans lui. Je me suis retournée vers les employés derrière la vitre. Certains avaient les mains posées contre le verre, les yeux grands ouverts, à suivre chaque instant. Quand ils ont croisé mon regard, ils ont hoché la tête. Ils étaient de mon côté. Je me suis retournée vers lui, lentement. « Vous avez dit que l'entreprise n'avait pas besoin de charges. » J'ai dit en reprenant ses propres mots, ceux qu'il avait prononcés contre moi lors de ma première semaine. Et aujourd'hui, le conseil vient de décider que cette charge, c'était vous. Il n'a rien répondu. Pour la première fois depuis des mois, la salle était silencieuse. Et ce silence lui appartenait entièrement. Si cette histoire vous a touché, écrivez en commentaire ce que vous auriez fait à ma place. Et si vous pensez que quelqu'un mérite d'entendre cette histoire, partagez cette vidéo avec lui.